Nous sommes aujourd'hui avec Shirley Soignon. Elle est où? C'est toi? Ah, Non. j'ai oublié. Si. Parce que... C'est une autre? Non, ouais. Ah bon? Ouais, à cette heure-ci, là, Ouais. je suis un peu fatiguée. Je t'ai dit, j'avais faim, tout ça. J'arrive pas à retrouver mon corps et ma personnalité, là. Pourquoi? Donc c'est moi. La faim, tu sais ce que c'est la faim? Non. On y est quelle heure? Il est 15h bientôt, là. J'ai pas mangé depuis hier, j'ai faim. Enfin, j'ai mangé le sandwich que t'as vu, qui est du Nul. polystyrène avec du porc. Hein. Voilà. J'ai jamais acheté un sandwich à Franprix. Ah. Big up Franprix. Ouais, on a le droit de dire des marques. Ouais. On est sur C'est pas la télé. on est sur l'internet, on n'est pas à la télé, si. Franprix, Carrefour, Lidl, Aïe, ED. Bon, alors, Je dirais dire ED dans une interview. Parce que j'ai tellement fait mes courses à ED dans toute ma vie. C'est fini maintenant? C'est fini. Tu ouais. pèses? Parce qu'il n'y a plus ED à côté oui, de c'est chez vrai. moi. Sinon, je serais de ouf. En fait, j'ai de l'argent pour acheter tu vois, plus cher. Ah. Genre acheter marché bio, je pourrais. Ouais. Mais j'ai des réflexes de pauvre. Ah Je me ouais. rends compte que j'achète toujours en bas, tout le temps. Ça n'a pas changé, c'est un truc de ouf. Est-ce que t'en sors un jour? Non, je pense pas. Attends, pauvre, c'est une mentalité. Hein. Ouais. Je pense pas. Il y a des vrais pauvres. Moi, je suis une vraie pauvre de ouf. Regarde cette chemise, je l'ai plus. Je l'ai eu, je crois que j'avais le bac quand je l'ai. Je crois que j'ai passé le bac avec. Et je l'ai toujours. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est une Jennifer. C'est vrai? À l'époque où je suis. Je crois que c'est Jennifer. Hein. C'est à l'époque où j'ai acheté Jennifer. Mais c'est la seule qui a duré parce que Jennifer, avant, ça se désintègre. Ouais, c'est- On est au courant. Big up encore Jennifer. Ouais, Jennifer, qui On est- habille. Et On la interview. FNAF. Plus jamais d'annonceur mode grâce à Shirley. C'est Merci ça. beaucoup Shirley. Il faut commencer à dire qu'on devrait être payé quand même pour l'interview Hein? internet. Dites donc. Ouais. Shirley, tu me disais tout à l'heure hors caméra que tu avais envie de t'allonger sur ce canapé. Oui, parce qu'il est moelleux déjà. Ouais. Parce que en fait, cette semaine, normalement, je suis censée aller chez ma psy Ouais. et elle est pas là. Elle est en vacances. Et donc, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi. Je vais te raconter beaucoup de choses. Ah, ça me fait Notamment plaisir. ce viol que. Non, c'est pas vrai. Pour le coup, j'ai cette chance de ne pas avoir eu ça. Ouais. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que là, ma psy n'est pas là cette Bon. semaine, donc ça me fait beaucoup de bien de parler. Eh ben écoute, c'est le moment. Tu vas pouvoir parler de tout. Cool. De tout. Shirley, quel âge tu as déjà? 28 ans. Très bien. Bientôt 29, là, en octobre prochain. Oh là là. Hmm. La trentaine arrive. La trentaine arrive, mais pour moi elle est déjà arrivée hein, dans mon corps, elle est C'est- déjà là, c'est sûr. Il faut pas que ça soit pire, je suis tellement fatiguée. Et je crois que j'ai vieilli, j'ai vraiment vieilli d'un coup là, en montant la prod et tout là. Ouais. Je crois que j'ai pris 10 ans dans la gueule quoi. On parlera après de ta Ouais. fantastique aventure entrepreneuriale. Merci. Il y a plein de choses à raconter, je pense. Parce que vraiment ma psy elle commence toujours par ça. Ah ouais? Un peu déçue là, mais bon c'est pas grave, je voulais être patiente, elle m'a dit d'apprendre la patience. Que font tes parents, Shirley, dans la vie? Mais c'est une bonne question, Mais c'est vrai. j'aimerais bien le savoir. Oui, Ah, sont, toi-même, surtout, tu- moi c'est la question. Non, c'est pas... Non, mon père en fait il a arrêté son boulot, il était chauffeur routier. Et là, il vient d'arrêter pour monter son entreprise, une entreprise qui a une super idée de plateforme internet de vente en ligne pour les Africains en fait. Ah, Parce ok. qu'il y a un gros souci pour vendre en Afrique, payer en ligne. Ouais. Et donc lui, il fait un paiement sécurisé, une plateforme où tous les partenaires occidentaux vont pouvoir mettre leurs produits dessus et avoir confiance quoi, tu vois, entre la transaction et... Parce que ça coûte très très cher d'envoyer des produits en Afrique aussi. D'accord. Donc lui, il a trouvé un système pour que ça soit pas cher du tout. Ok. Ouais, et du coup, voilà, il est en train de monter ça tranquillement. Ah, c'est cool. Il a Ouais. quel âge? Il a 50 ans. Ah ouais. Ouais, il a 50 Se ans. lancer dans. Il a jamais été jamais monté de boîte Si, avant? il a déjà monté une boîte, mais en fait, c'est la famille, quoi. On aime bien créer des trucs, Oui. et puis surtout, il n'y a pas de question d'âge ou de machin. Dès qu'on sent que c'est possible, on fait, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Enfin, je pense que c'est plus simple de le faire à ton âge que de le faire à 50. Ouais, c'est clair. Surtout que lui, il a c'est- 3 enfants, une maison tu vois, à acheter, machin. Donc, il y a pas mal de contraintes, mais il croit tellement à son projet que j'espère que ça va marcher, parce que sinon, il va demander beaucoup d'argent. C'est encore moi qui vais trinquer, et ça va être relou. Il me demande jamais d'argent, c'est pas vrai. Mais là, s'il se plante, on est dans la merde. Parce qu'on n'a pas d'économie. Ah oui, c'est le problème. Que fait ta maman? Alors ma mère, pour le coup, c'est une vraie question, je ne sais pas vraiment. Ça, je vois, je dis, elle fait de l'import-export en Afrique, Ouais. de vêtements, mais elle le faisait quand elle a arrêté, j'avais 8 ans. Mais je dis toujours ça en interview. Mais comme on est dans un moment de vérité et que j'ai encore l'impression d'être chez ma psy, je vais te dire la vérité, ma mère fait pas grand-chose en fait. D'accord. Mais elle carotte beaucoup les gens. Ah bon? D'accord. Il y a des gens, ils s'en sortent comme ça dans la vie, tu vois. Ouais. Ils arrivent à arnaquer, elle arnaque. Ah bon? Ouais, c'est une arnaqueuse. Ok. De ouf. T'as des petits frères, des petites sœurs? Pas du côté de ma mère, D'accord. mais du côté de mon père, j'ai 3 petits frères, ouais. Ok. On a 3 petits frères, 15 ans, 12 ans et 5 ans. Ah oui. Ouais, le dernier a 5 ans. Il y a différence d'âge, quoi. Ah, ouais, de ouf. Il y a plein de générations là. Ça aurait pu être D'accord. mon enfant en fait. Hein. Mais oui. Ce qui est gênant. C'est ouf. Mais oui, c'est vrai. Mais non, mais du coup, ouais, c'est chouette d'avoir un petit frère comme ça. Après, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, moi, je l'ai pas du tout vu grandir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est particulier le rapport frère-sœur
quand on se connaît pas comme ça. Les deux autres, je les connais bien, je les ai vus grandir. J'étais avec eux dans la maison, mais quand l'autre est né, j'étais déjà partie, quoi. Et donc, du coup, il me voit à la télé et tout, ça lui fait bizarre. Et du coup, on a un rapport bizarre. Pourquoi il pense juste que t'es une star ou... Non, il pense rien, je crois, il comprend pas trop. Parce que la dernière fois, il est venu voir mon spectacle une fois, et il a rien compris, hein, heureusement. Et, en fait, il m'a demandé un jour au téléphone, mais tu fais quoi comme travail? Et je lui ai dit, bah, tu t'es venu me voir à mon travail. Il me fait, ah, c'est ça ton travail? J'ai vraiment vu beaucoup de mépris dans sa voix. Ça m'a fait du mal. Bah oui, t'es pas comptable, quoi. Mais ouais, pour lui, c'est pas un travail de faire des blagues et de crier sur scène et de danser. Mais du coup, il a compris, là. Il commence à comprendre que c'est un travail. C'est intéressant. Ouais. Ok. Comment, qu'est-ce que t'as fait comme bac, par exemple? J'en ai fait 2. T'étais quoi J'allais dire, qu'est-ce que t'étais comme type de lycéenne? Mais donc, t'as fait 2 bacs. Alors, je vais faire un bac scientifique, parce que mon père, il m'a forcé à faire des études scientifiques. Il voulait que je sois ingénieur. Et Grand succès, monsieur, bravo. Ouais, et il a tout à fait réussi sur sa mission. Hein. J'ai eu 5 au bac S. Je ne sais même pas comment je suis arrivée jusqu'en terminale. Je ne sais pas comment. Je pense que j'ai le côté de ma mère là-dessus. J'ai dû arnaquer tous les profs. Et tu vois, j'étais gentille avec eux et c'est passé. Mais en terminale, bah, tu vois, quand là, tu es tout seul face à ta copie, il n'y a plus de... tu peux plus tricher, tu peux plus parler gentiment au prof, il n'y a plus rien à faire. Et là, tu vois la vérité. Et donc, j'ai eu 5. Alors après, je suis partie aux États-Unis. Et quand je suis revenue, je suis partie aux États-Unis quand je fais du basket. Alors moi, je sais rien de ta vie. On en a très très peu parlé. C'est en vrai. Fait, alors, toi et moi. j'ai fait 10 ans de basket en fait. Ouh. Et ouais, c'est marqué dans Wikipédia, c'est pour ça que je pensais que tu savais. Non, vraiment, j'ai pas du tout préparé cette interview Mais et je veux la découvrir avec toi. Cool. Voilà. J'ai fait 10 ans de basket, du coup, en fait, de 8 ans à 18 ans. Et ma dernière année, je l'ai faite aux États-Unis. En fait, je suis partie après mon bac scientifique, que j'ai pas eu. Je suis partie en vacances à Houston pour faire un stage de basket avec une asso française. Wow. Et on va là-bas à Houston et il y a une meuf qui me repère et qui me dit il faut que tu reviennes à la rentrée et que tu t'habites à Houston et qu'on fasse grandir ta carrière de basketteuse, quoi. Et je dis ok, donc c'est ce qui se passe. Mais t'avais prévu dans ta vie de faire basketteuse éventuellement? Oui, j'avais fait 10 ans de basket intensif. Et... Non mais 10 ans de basket, il y a plein de gens qui font 10 ans de basket. Non mais j'ai fait 10 ans de basket intensif, vraiment. Vraiment en fait, je travaillais comme une dingue. En fait, si tu veux, moi je me levais le matin à 6h du matin, je faisais des pompes, j'allais courir et je faisais des paniers et j'allais à l'école. Tu vois. Donc vraiment, j'avais une discipline de ouf, quoi. Et en fait, effectivement, ça m'a donc aidé pour aller aux États-Unis et qu'ils me repèrent et qu'ils me disent que j'avais un bête de jeu. Parce que j'ai pas jamais joué en grande équipe en France. J'ai toujours fait de la départementale ou de la régionale, donc vraiment le plus bas. Et en fait, comme je m'entraînais beaucoup à côté, en dehors, effectivement, le niveau était celui des pros, quoi. Et donc, du coup, je suis arrivée là-bas, l'université m'a accepté. Et en fait, j'ai fait presque un an d'high school avant d'être en université, avant d'avoir mes équivalences, vu que j'avais pas eu le bac. Ouais. Ils avaient du mal, on a essayé de tricher, tu vois, pour dire si, j'ai le bac. Et ils ont demandé le diplôme, mais j'ai jamais pu leur envoyer. Donc du coup, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même réussi à aller à l'université de Houston. Il m'a juste dit, le mec, écoute, joue, on va voir ce que ça donne. J'ai joué 5 minutes, il m'a dit, c'est bon. Et du coup, j'ai fait cool. Et en fait, je devais repartir en France faire mes papiers. Et quand je suis retournée en France, j'ai pas du tout envie de repartir en fait. J'ai vraiment plus envie, ça me saoule. Je suis arrivée au bout de mon rêve quelque part. Tu sais, il y a des fois des moments où tu peux pas chercher. Une lassitude. Mais comme ça d'un coup. Ouais, comme ça d'un coup en me disant là en fait j'ai envie de repasser mon bac, j'ai envie de pas faire du théâtre. Et j'avais une autre idée dans la tête. C'était d'être comédienne en fait. T'as switché en un été alors? Non, pas en été, en quelques mois quand même, parce que quand j'étais aux États-Unis, ça commençait déjà à me casser la tête. Ah oui, d'accord, ok. Parce que si tu veux, en fait, déjà j'arrive d'un coup, c'était assez brutal, j'avais pas prévu ce voyage, j'y suis, tout le monde me parle anglais tous les jours, et j'avais pas un niveau d'anglais de ouf, tu vois. Ouais. Et je rêvais en anglais, et là vraiment je commençais à me sentir perdu. Oh my god, I just want to dream in French, I just want to speak a little bit French, please. C'est quand tu commences à savoir parler anglais fluent que tu commences à... Exactement, mais du coup je me sentais vraiment très seule en même temps, quoi. Et du coup, ça m'a lassé un peu, et puis surtout j'ai senti que j'arrivais au bout de mon rêve, et que comme une espèce, je sais pas, je pensais pas du tout que ça allait me faire ça, et un déclic, quoi. Mais j'avais aussi un truc en tête à côté, c'était faire du théâtre. Donc du coup, il y avait quand même une petite idée cachée que j'avais jamais dit à personne. J'ai dit juste j'ai envie d'arrêter. Mais tu l'avais jamais dit à personne? Non, mais en fait, si tu veux... Tu étais assise sur ton projet ou ton projet de théâtre ou non, ça en fait, alors pour expliquer, comme... Oui, c'est vrai que tu n'as pas lu Wikipédia. Arrête, laisse-moi avec Wikipédia, genre... je rigole. Je suis vierge de toi. À l'âge de 8 ans, en fait, j'ai fait des téléfilms et des pubs. Et ça m'avait grave plu, en fait. Ça m'avait vraiment plu de jouer dans Navarro, de faire la Coupe d'Europe 96 en pub, de jouer d'autres personnages que moi. Vraiment, ça m'avait fait kiffer de ouf. Et en fait, ma vie étant assez compliquée, j'ai beaucoup déménagé.
tous les ans. Et donc je faisais du basket, ça c'est le truc que je pouvais garder, mais faire des castings quand t'habites en Picardie, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête pendant 10 ans en fait. Et quand j'ai atteint ce bout de rêve là au basket, bizarrement, je me suis dit, tiens, je viens de faire du théâtre maintenant. Avec une espèce de conviction, hein, je pense intime, Ouais, c'est fou. que ça pouvait marcher. D'accord. Et du coup, je me voilà arriver à Paris. Donc, alors, non, je rentre des États-Unis. Je dis à mon père, écoute, je veux bien repasser le bac, mais il est hors de question que je repasse un bac scientifique, parce que je vais me planter 2 fois et j'ai pas envie. Je voulais faire un bac littéraire depuis le départ, moi j'ai toujours écrit et tout. Et donc il a fait un forcing au lycée pour qu'on me fasse passer de terminale S à L directement, sans repasser par la première. On a réussi, donc j'ai fait un an de L, j'ai eu mon bac, et là je me suis cassé de chez mes parents, je suis partie à Paris, j'ai commencé mes cours de théâtre, j'ai suivi un BTS communication des entreprises en alternance en même temps. Et là commençait l'aventure de l'humour. L'aventure. L'aventure de l'humour, La- ça c'est une vraie aventure. Donc t'as quel âge à ce moment-là? T'as Alors à ce moment-là, 21? non, du Parce tout. que attends. J'ai 20 ans. D'accord. Fin 19 ans, quoi. 19-20 ans quand j'arrive à Paris. Et en fait, l'aventure de l'humour, ouais, en fait, si tu veux, j'ai fait une troupe de théâtre amateur avec Marie de Baillancourt. J'aime bien dire ce nom parce que ça fait très théâtre. Avec Marie de Baillancourt qui est une super prof de théâtre et qui m'a appris énormément sur le métier pendant 2 ans. Et en fait, ça m'a vite saoulé l'ambiance du théâtre. Tous les jeunes comédiens de 18 ans qui sont à la fois dans des troupes privées en conservatoire et qui parlent de Brecht et qui parlent comme ça tout le temps. Et tu fais, mais merde, c'est quoi cette ambiance? Vous me prenez pour qui et tout? Et j'avais ce besoin de recul et d'humour. J'ai toujours eu ce truc-là en moi. Et en fait, je trouvais que c'était trop sérieux pour pas grand-chose. Et donc, très vite, l'humour a commencé à revenir dans ma tête et je commençais à regarder Jamel à la télé. Et je me disais, mais en fait, ouais, c'est ça que je veux faire, c'est à peu près ça. Mais c'était cool de passer par le théâtre d'abord. Parce qu'il y en a qui ont fait de l'humour sans faire de théâtre et tout. Et c'est vrai que ça m'a donné une autre vision et conscience de la scène. Mais du coup, je commence à découvrir les scènes ouvertes à Paris. Je cherche, voir comment on peut essayer de jouer, comment devenir comique, quoi. Et là, je découvre une scène ouverte qui s'appelle le Joko. Enfin, c'est une scène qui s'appelle le Joko. La scène exactement s'appelle le stand-upologie. Le lieu s'appelle le Joko et l'événement s'appelle le stand-upologie. Une scène ouverte avec beaucoup de noirs. C'est très, très spécialisé black et avec beaucoup d'accent. Donc moi, je vais là-bas, je vois qu'il y a tous les niveaux et je me dis, je peux le faire. Franchement, pour te dire qu'il y a vraiment des niveaux de merde, donc je me dis, je peux le faire, c'est possible. Donc je vais voir le mec qui prépare le truc et tout et je lui dis, ouais, j'aimerais bien tester. Il me dit, mais t'as déjà écrit un sketch et tout? Et moi, je dis oui. Dans ma tête, je fais non. Et il me dit, ok, la semaine prochaine, alors, passe une audition. Et donc, j'écris en une semaine. Alors, j'ai écrit mon premier sketch, c'était un sketch sur les élections présidentielles en France, donc à l'époque, où c'était une pseudo-candidate aux élections qui était ivoirienne. Et j'avais donc fait un accent formidable. Je ne sais même pas faire l'accent ivoirien de mon pays, c'est horrible. Et parce que j'ai revu ce sketch, vraiment horrible. Et c'est la dernière fois que j'ai fait un sketch avec un accent. Parce que je me suis rendu compte que c'est l'accent qui faisait rire et pas le texte. Oui. Le texte était vraiment nul. Mais les gens riaient beaucoup. C'était l'effet Michel Leb. Ouais, il y avait un côté Michel Leb, quoi. Et donc, du coup, bon, bref, en tout cas, ça m'a propulsé, ça m'a donné envie. Les premiers rires que j'ai eus sur ce sketch m'ont, je pense, à vie marqué et m'ont dit, ok, c'est ça que tu veux faire, quoi. Et du coup, après, j'ai commencé à écrire le premier sketch vraiment qui a marché, qui était les Américains. Ouais. La différence entre les Français et les Américains. Forcément, je rentrais des États-Unis, donc il n'y avait que ça en tête que j'avais en idée. Et puis, très vite, de scène ouverte en scène ouverte, je rencontre des humoristes de plus en plus confirmés qui me proposent de faire des galas, qui me proposent d'aller au Jamel Comedy Club, qui me proposent ça, qui me proposent ci. Et c'est parti, quoi. Alors moi, je t'ai découvert à l'époque du Pranzo. Ouais. Donc c'est un peu après, ouais, 2 ans après que j'ai commencé, je pense. 2 ans après, ouais, je pense. Ouais. Et il y avait toute la bande à l'époque, Ouais. toute la bande aujourd'hui qui est là, Bérangère, enfin Ouais, toute tous votre ces bande gens, en fait. ouais. Entre ton premier sketch et Ouais. j'ai fait des galas et tout machin. Ouais. Il y a comment est-ce que t'en viens à grandir dans le métier en fait? Ça passe par Ouais. quoi? Parce que tu dis ça passe par des Par beaucoup de bides, ça c'est déjà parce que quand tu commences le taf, franchement, il y a des moments, oh là là, il y a des souvenirs dans les 2 premières années de tristesse, de solitude, de ouf sur scène, où tu testes des trucs parce que en fait le problème quand tu commences, moi il n'y a pas de cours d'humour, il n'y a pas d'école d'humour, il n'y a rien pour t'apprendre à écrire ni à savoir comment maîtriser un texte sur scène. Et j'ai beau avoir fait du théâtre, ça n'a rien à voir. Quand tu es face à toute seule avec des gens et que personne ne rit, puis personne ne rit. Et donc du coup, je me suis retrouvée à faire des scènes comme ça où tu penses quand tu commences, tu penses que tu peux écrire 15 minutes en 15 minutes. C'est-à-dire tu écris vraiment d'un trait, ton idée et tu fais ok c'est bon j'ai un sketch. Mais non pas du tout en fait. Et j'ai déjà fait beaucoup de sketchs comme ça sur scène. Je fais c'est bon,
J'ai écrit 2 sketchs en même temps, je peux y aller maintenant. Et je me retrouve comme ça un jour à aller faire une espèce de tremplin. Les Jamel Comedy Club avaient commencé déjà. Donc il y avait Claudia Tagbo qui était là sur cette scène, qui était venu regarder, Noom aussi, je me rappelle. Et putain, ce jour-là, c'est pas là où je les avais plus marqué les gens quand j'étais en panique totale, j'avais une feuille. Donc c'était un tremplin au Gibus, un tremplin dégueulasse, où voilà, t'avais 10 minutes pour convaincre. Et moi, j'avais écrit un nouveau sketch parce que je trouvais ça bien d'écrire un nouveau truc. Et je me suis dit, j'ai envie de parler des fans de Claude François. Le sujet dont tout le monde se fout, à part Confession intime. Et donc, je me mets à écrire des trucs sur les fans de Claude François et je cherche plein de trucs sur Internet, les mots qu'ils peuvent mettre. Je me rappelle plus du tout du fond de mon sketch. Toujours est-il que j'avais ma feuille avec moi sur scène, j'étais comme ça, en train de trembler, avec un public médusé, qui disait mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je vais au bout de mon texte, mais ça devient vraiment un oral de bac, quoi, où tu es en train de lire tout, il n'y a plus de vanne, il n'y a plus de rythme, il n'y a plus rien, tu lis ton texte et tu fais voilà. Je vais maintenant rentrer chez moi et vous laisser ma dignité. Et du coup, ça c'est le genre de choses qui marchent parce que quand tu te relèves de ça, déjà d'une, c'est que tu es vraiment fait pour ce métier et de deux, c'est que ça te met une patate pour écrire et te dire mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour... Donc les premières années, effectivement, les premiers tests, c'est des gifles, mais des giflasses, mais franchement, pour l'ego, si tu te relèves, c'est que tu es un psychopathe. Et tous les humoristes sont des psychopathes. C'est vraiment des psychopathes. Quelqu'un de sain, il dit franchement, ça m'a fait trop mal, jamais j'y retournerai. Et nous, on y retourne, de ouf. Tel DSM, on y va, hein, j'ai encore me faire fouetter. Et c'est vrai qu'après, en fait, ça a été quand même très vite parce qu'il y avait un concours qui s'appelait La Route du Rire de 2009, moi j'ai fait. Je commençais en fin 2007, je pense. Et en 2009, il y avait un concours donc pour France 4 qui s'appelait La Route du Rire, il fallait que tu déposes ta vidéo. Et je crois avoir déposé à ce moment-là la vidéo que j'avais faite pour Plier en 4, tu vois, donc ça a été très vite. Ah oui. C'était un truc comme ça, quoi. Enfin, ou alors l'inverse, je sais plus, mais tout était très dans la même période. Et en fait, je dépose cette vidéo, je suis prise au casting, je fais le casting, je suis prise dans les 6 finalistes. Il y avait à l'époque Olivier de Benoît, Kev Adams, Leslie Capon, et je sais plus qui sont les 2 autres, c'est terrible. Et bref, je gagne ce concours. Je gagne le concours, et en fait, le concours, tu gagnais une voiture Volkswagen, une production chez Warner, et le festival de Montreux. Bon, j'ai eu le festival de Montreux. J'attends toujours les 2 autres cadeaux. Je les ai jamais eu. En fait, ils m'ont dit à la fin, Volkswagen, ils arrivent, qui étaient partenaires du truc, ils me disent alors t'as le permis? Et puis moi je dis non, et ils me font ok. Et ils m'ont jamais rappelé. C'est vrai. Tu vois, j'aurais pu avoir l'équivalent, je sais pas, d'une voiture, quoi. Mm-hmm. Quelque chose, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous, je faisais ça pour l'humour et pas pour ce métier, pas pour avoir une voiture. Mais une prod, pour le coup, ça vaut... Alors, je suis allée au rendez-vous Warner, ils m'ont montré le contrat, j'y connaissais rien, mais je sentais que c'était marqué blague sur le contrat. J'ai fait, je ne pas... Ce qu'ils m'ont dit, en gros, ils m'ont expliqué, ils me font, écoute, on va pas t'aider à te développer, mais dès que ça fonctionne, on est là. Ah oui. T'es là, clairement, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, quoi. Et puis, en même temps, j'avais pas forcément une envie pressée d'avoir une production. C'est vraiment le début pour moi, donc j'étais pas du tout dans ce délire-là. Donc je me dis c'est cool, j'ai au moins le festival de Montreux, je le fais, c'est ma première expérience sur une grande scène ayant été télévisée, présentée par Laurent Ruquier, ce gala, et donc je le fais. Ensuite arrive effectivement, grâce au gala, et puis La Route du Rire en elle-même, parce que La Route du Rire 2009, franchement, en termes de visibilité, ça m'a boosté de ouf, et ça a même précipité beaucoup de choses dans ma carrière, quoi. Dès que tu mets un pied en télé, moi c'est pour ça que je conseille toujours aux jeunes humoristes de ne jamais mettre de pied en télé tant qu'ils ne sont pas 10 000% sûrs de leur travail et de ce qu'ils veulent faire et donner et montrer. Parce qu'une fois que tu as un pied dedans, après on te tire, c'est France Loisir, quoi. Tu sais, quand France Loisir ils toquent chez toi, ils t'ont jamais carotte. Moi, ils font bonjour, c'est pour des livres, et après en fait ils te vendent toute une bibliothèque. À la télé c'est pareil, quoi. Faut jamais leur ouvrir si t'es pas prêt. D'accord. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas... Mais toi, t'étais prête pour le coup? Pas vraiment. Mais en tout cas, non, pas vraiment. Mais bon, après, c'est arrivé. Et je suis quand même contente je regrette rien. Mais pour le coup, ça me permet d'aujourd'hui comprendre vraiment ce monde-là. Ça a été assez brutal pour moi d'un coup. Bah oui, parce j'imagine. Que faire une scène comme ça, c'est marrant, c'est rigolo. Tu montres un sketch que tu as fait au début. Puis tu as une inconscience au départ quand tu joues que tu n'as plus au fur et à mesure que tu avances dans ce métier. C'est-à-dire que ta naïveté, ton inconscience, qui fait que tu arrives sur scène avec toute la joie du monde, moi, j'arrive plus du tout à l'avoir aujourd'hui. J'ai tellement de considérations en tête. Ah ouais? Ce qui n'est pas bien, hein, mais ça, c'est personnel. Hein. Mais du coup, c'est vrai que il faut être à 10 000% sûr du matos que tu vas vendre, quoi.
Donc en fait, au départ, si je me trompe pas, t'es produite par Juste pour rire. Non, tu te trompes. Mais pourquoi? Tout le monde pense que j'ai été produit par Juste Ah pour rire. bon? Mais en fait, parce que j'ai fait 2 ans au théâtre de Juste pour rire, Ah ok. théâtre de 10 heures. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça qu'on m'a associé à Juste pour rire. Mais j'ai jamais été produite par T'étais Juste pour rire. autoproduite? J'étais produite à l'époque par Jive Squad, Ah qui ok, est une, oui, une d'accord. boîte d'événementiel à la base et dont je suis la seule artiste en fait. Mais en fait, non, Juste pour rire, j'ai jamais été Ah mais ok. produite. Ils ont failli me produire, Ouais. ils ont voulu me produire, mais j'avais pas accepté pour plein de raisons comme Warner. Et, et j'avais aussi la proposition de Kissman, mais pareil, j'avais refusé et j'avais préféré. Kissman qui est la boîte de prod de Jamel, ouais. Mm. Mais ça, tout ça, c'était un peu après le début. Là, on parlait des 2 premières années. Et les 3 premières années, j'ai vraiment été toute seule. J'étais libre dans mes choix. Donc j'ai fait Montreux, j'ai fait Plié en 4 à cette époque-là, j'ai fait Ouais. Yo Humour, toutes ces petites émissions et qui m'ont beaucoup propulsé, quoi. Et ensuite est arrivé effectivement le Pranzo, la scène ouverte, Ah ouais. et c'est là au Pranzo que j'ai rencontré mes producteurs de l'époque. Et l'histoire est assez folle en fait. L'histoire est assez folle parce que moi je jouais mon sketch comme ça, comme tous les. Pour manger en fait. Hein. Parce que là pour le coup c'était un moment. À la fois c'était pour tester, mais beaucoup pour manger quand on commençait au début. Parce qu'on avait une pizza offerte. Oui, c'est vrai. Donc, t'as un sketch, une pizza, je peux te dire qu'on y allait tous les jours mon pote. Et moi il n'y avait rien dans mon frigo, c'était horrible, j'étais en coloc, j'étais vraiment une. Tu sais, je fumais des mégots à l'époque moi. Tellement j'avais pas l'argent pour m'acheter des clopes. Donc du coup on allait souvent là-bas et je vais jouer là-bas. Et il y a à l'époque un mec qui s'appelle David de Gaulis, qui était un ancien de Love Story, la première saison de Love Story, qui veut se mettre à l'humour. Et il dit ouais, moi j'aimerais bien écrire, machin et tout. Et en fait il vient me voir en me disant voilà, il y a la prod qui est là et tout, qui veulent me signer si je fais un spectacle. Mais j'ai besoin je sais pas écrire, j'aimerais quelqu'un qui m'aide à écrire. Et moi je lui dis ça fait 3 ans que je fais ce métier. Je sais pas écrire pour moi déjà, donc écrire pour quelqu'un c'est chaud. Et puis surtout, je pense que quand on est humoriste, il faut écrire soi-même. Donc ce que je peux faire, c'est te dire comment moi j'écris, et puis t'orienter. Et toi, écris comme un journal intime. Et puis moi, je te donnerai des orientations sur ce qui est marrant, pas marrant, ce que tu peux tirer de tout ça. Mais je pourrais jamais écrire pour toi, quoi. Donc ça a duré 2 semaines. Parce que j'arrêtais pas de lui faire des retours assez durs et tout ça pour dire là, attention, faute d'orthographe. Plus que le texte. Mais. Parce que je n'arrive pas à te comprendre. Non, mais en tout cas, au bout de 2 semaines, il m'a dit écoute, c'est compliqué, je pense que c'est pas fait pour moi. Et je pense que j'ai sauvé ce mec d'une terrible erreur de vouloir faire de l'humour pour faire de l'humour, quoi. Parce que c'était la mode un peu. La mode commençait vraiment à arriver à ce moment-là, quoi. Jamel Comedy Club et ça a explosé en termes d'humour. Là, tout le monde voulait faire ça. Donc, en l'occurrence, il m'a dit écoute, moi je pense que je vais pas faire ça, mais la prod qui t'a vu, elle te trouve vachement bien et ils ont vraiment signé un artiste et ils seraient prêts à te signer, quoi. Et donc me voilà produite par Jive Squad. Et c'est drôle quand même parce que c'est Love Story, c'est grâce à Love Story tout ça. Putain ouais, c'est ouf. C'est ouf. La télé-réalité ça a du bon quand même. Tu vois. Donc tu restes, donc t'as fait ton premier spectacle Avec eux, complet ouais. avec eux. 3 ans. Je signais avec eux pendant 3 ans. Donc on a fait le théâtre de 10 heures pendant 1 an et demi. On a brûlé le théâtre de 10 heures en termes de consommation, là. On a vraiment beaucoup joué là-bas. Puis on a fait la Comédie de Paris. Ouais. Ensuite, on a fait quoi ? On a fait La Cigale et on a terminé là-dessus, en fait. Et donc, il y avait en même temps que tout ça, de tout ce dont je te parle, du théâtre de 10 heures et de ça, il y a On demande qu'à en rire qui est arrivé, le Jamel Comedy Club qui a continué, et Anne Romanoff qui est arrivée aussi 1 an après que j'ai commencé avec eux, pour faire de la radio. Donc je faisais tout ça en même temps, mon spectacle, la radio, Jamel Comedy Club et On demande qu'à en rire. Et ça a duré pendant 5 ans. Hein. On demande qu'à en rire 2 ans, mais les autres, le reste, très longtemps, quoi. C'était bien, on ne demande qu'à en rire. D'accord. Faut que je parle à mon avocat. Très bien. C'était particulier, on ne demande qu'à en rire. C'était... Disons que c'est ce en quoi je dis que la télé, il faut faire très attention, quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un phénomène particulier qui se passe quand les gens font de la télé, c'est qu'ils pensent que parce que c'est de la télé, tu vas dire oui, absolument. Je crois que moi, mon métier à la base, c'est de faire de la scène. Donc la télé est un bonus pour se faire connaître, comme un magazine. C'est-à-dire que si je suis pas dans Télérama tous les jours, c'est pas grave. Et la télé, c'est pareil, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite dit non, et on m'a tout de suite dit oui. Il faut le faire. Pour ma prod, hein, évidemment. Ouais. Et là, c'est devenu un game où j'ai fait ah ouais, d'accord, ok. Donc j'ai fait On ne demande qu'à en rire. Mais c'était pas fait pour moi.
je pense, parce que je voulais faire du stand-up et que le stand-up n'est pas une discipline là-bas qui est vraiment respectée. Ouais. Et que ça demande un temps aussi de travail qui n'est pas respecté. Donc du coup, je me suis vite j'ai commencé à mettre des déguisements. Parce que j'avais plus le temps d'écrire, donc je me suis dit quelle perruque va être la plus drôle sur ma tête. Et en fait, c'était quand même intéressant dans le sens où je me suis ouverte à quelque chose que je connaissais pas forcément, c'était des personnages, etc. Enfin, je connaissais, et je pense que on sait tous qu'en mettant une perruque, on est rigolo, mais c'était pas ce que je voulais faire. Bon. Je l'ai fait quand même. Ouais, mais ça t'a vachement aidé parce que, par exemple, mon père me parlait de toi. La première fois qu'il m'a parlé de toi, il dit tu connais pas cette fille là, Shirley, elle est géniale et tout. Je dis bah oui, je la connais depuis un petit moment, pourquoi Ruquier, elle est trop drôle. Ouais, c'est drôle. Tu vois, mais bien sûr, ça a ouvert une certaine population. Et c'est vrai que quand je vais en province, ça m'a beaucoup aidé dans la tournée, parce que les gens ont beaucoup regardé cette émission. Mais en même temps, je suis toujours convaincue que je préfère prendre le temps de faire les choses que de les faire vite, quoi. Enfin, le résultat peut être le même, mais moins douloureux. Je comprends. Mais en tout cas, bon, je l'ai fait quand même, et ça m'a. Là où c'était pour moi hyper bénéfique, c'est que ça m'a. Mais là, c'était la vraie claque dans ma gueule, quoi. La vraie claque, la vraie leçon de vie, de dire, ok, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qui tu es exactement, et qu'est-ce que tu veux exactement. Parce que j'ai commencé encore une fois, j'avais 19 ans, donc tu sais pas vraiment ce que tu veux et qui tu es, et plus ça va, plus la vie t'oblige à savoir qui tu es, en fait. Et ça a été assez violent pour moi, mais en tout cas, ça m'a permis de vraiment savoir que j'avais besoin et envie de faire les choses par moi-même, de les faire comme je les entendais. Alors tu parles de toute ton expérience d'artiste produite, en fait. C'est ça quand tu parles de ça, pas juste de l'expérience de télé. On ne demande qu'à rien. Ah oui, d'accord. Surtout ça, parce qu'on demande qu'à rien, c'était une vraie leçon. Ça a duré presque 2 ans. C'est très long comme leçon. C'est très long comme leçon, de ouf. D'abord, j'ai beaucoup pleuré, et après, j'ai pris une leçon. Parce que sur le coup, tu t'es pas bien. Tu t'es obligé de tracer. Mais 2 ans après, je suis retombé de tout ça et je me suis rendu compte que j'étais assez équilibré, en fait. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, faire ce métier, c'est parler à des gens. Et la télé t'empêche de parler vraiment directement à des gens. C'est-à-dire que c'est comme exactement la configuration qu'on est là. Il y a une caméra et après, il y a des gens. Et en fait, c'est pour moi, ça tue l'énergie, quoi. Donc, il faut soit donner 15 000 fois plus, soit faire des trucs très faciles à comprendre. En tout cas, c'est pas du tout fait pour la musicalité que j'ai et ce que j'ai envie de faire. Donc, je te dis, c'est une belle leçon de vie, quoi. Ça m'a vraiment renforcé et donné envie de faire exactement ce que je voulais, et ni plus ni moins. Et ça t'amène donc, si je me trompe pas, et ça m'amène donc à créer ma boîte. Ta boîte. À arrêter à ne pas renouveler mon contrat en production. Ouais. Pour d'autres raisons aussi, mais même si mon prod était super, hein, parce qu'ils étaient plusieurs, en fait, si tu veux. Il y avait 2 producteurs de coprod et un management, mais il y a un des producteurs qui s'appelle Jean-Christophe Vincent, que j'aime et que j'embrasse profondément, parce que lui, pour le coup, il m'a toujours dit, si tu ne veux pas le faire, le fais pas. Mais bon, il était tout seul sur 3, donc du coup, mais lui, c'est lui qui a mis le plus d'énergie, de sueur et d'argent, et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que il m'a exposé en termes de visibilité, c'était assez ouf. Pendant 3 ans, des colonnes Maurice tous les 3 mois, des affiches tout le temps. Enfin, j'étais un peu son enfant, tu vois, et il me faisait des surprises. Donc on avait un vrai rapport fraternel, et on l'a toujours d'ailleurs, même si ça s'est arrêté, tu vois. Mais bon, il n'empêche que je suis quand même partie de la maison, et que j'ai volé de mes propres ailes, et que j'ai monté ma boîte de production pour être sûre de faire exactement ce que je voulais faire, quoi. Donc du coup, notamment mon spectacle, sans me dire il faut que je fasse de la télé absolument. Donc ça a été très compliqué la première année où je l'ai monté, parce que tout le monde me disait mais t'es ouf, là faut que tu fasses de la télé, t'es en train de perdre ton temps à monter des trucs, à faire des budgets, ne fais pas ça, tu vas te planter, on va t'oublier et tout ça. Et en fait, j'ai eu très peur, parce que les gens m'ont fait très peur, à force de me raconter des conneries. Et après, c'était pas des conneries, c'était leur propre trouille à eux, j'imagine. Oui, mais c'est des conneries, parce que la peur n'existe pas que dans ta tête, finalement. Donc c'est des conneries. Parce qu'en fait, du coup, je me dis, je vais quand même le faire, parce que à chaque fois que j'écoute les gens, je me plante et je me fais du mal. Notamment, on ne demande qu'à rien. Donc je me suis dit, non, cette fois-ci, parce que tu te rappelles de la leçon que tu as pris la dernière fois, cette fois-ci, continue dans ton chemin. Et 1 an et demi après, je me rends compte que je refais des télés, que je fais de la promo, enfin, tout va bien, en fait. C'est-à-dire que faut arrêter de se paniquer dans le temps, quoi, de se projeter dans des trucs. Comme on dit, travaille en silence, le succès fera du bruit, quoi. Et c'est vrai, c'est une belle phrase. Hein. Ça vient d'où ? Je sais plus, mais je l'ai lu dans des toilettes. Parce que les gens aiment bien mettre des citations dans les toilettes. C'est vrai. Et je me rappelle, c'était une carte postale. Le plus frais, c'était un truc chinois ou un truc comme ça. Proverbe chinois. En tout cas, je trouvais ça hyper intéressant.
Et c'est vrai, quoi. Donc j'ai fermé ma gueule, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je continue de fermer ma gueule. C'est vachement intéressant. Tant mieux. Non, mais surtout enfin, ce cap qu'en fait, que tu as réussi à tenir, j'imagine, n'a pas dû être fastoche tous les jours, au quotidien. Non, du Maintenant, tout. avec le recul, tu fais peut-être c'était la bonne décision. Ah, de ouf. Je suis contente de m'être écoutée pour une fois. Mais voilà. Ouais, complètement. Mais à l'époque, comment ça se passe comment tu fais pour combattre les moments de doute et de difficulté? Je pense par exemple aux Mademoiselles qui sont en train de créer leur boîte et qui sont peut-être un peu dans le seum en ce moment. Qui c'est Mademoiselle? Il y a des Ah, je crois que tu dis Mademoiselle, parce que j'allais dire. Des Mademoiselles. Ah oui. Non, Mademoiselles, ça va. J'allais dire, bah, fallait monter la boîte ou t'es pas déclaré là. Ah oui, des jeunes filles qui montent. Des Mademoiselles, bien sûr, qui sont en panique. Écoute, moi j'ai parlé avec par exemple une jeune journaliste, pour faire une petite parenthèse, il y a pas longtemps, Trafalgar, qui est de Lyon. Ouais. Et en fait, la nana, j'étais persuadée qu'elle avait au moins 35 ans, parce qu'au téléphone, les questions étaient pertinentes, intéressantes, on allait plus loin que les questions habituelles et tout ça, un peu comme maintenant et tout. Et puis du coup, je lui dis, mais alors, t'as quel âge au final, la conversation et tout? Et elle me dit, j'ai 25 ans, je suis, putain, c'est bien. Elle me dit, là, on est juste un petit magazine web et tout, on aimerait bien monter une société, mais j'ai peur parce que les gens. Et je lui dis, alors attention. T'as peur pour. Voilà, justement, pourquoi t'as peur? Parce qu'on t'a dit que, ou parce que machin? Parce que moi, je vais te dire un autre, on dit que. Je l'ai fait, ça marche, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, mais si t'en as vraiment envie, tu vas y arriver, en fait. Et c'est parce que moi, j'ai aussi eu dans ma famille, on m'a donné beaucoup de confiance et d'amour que je fais ça aujourd'hui. Ça vient pas de nulle part. Et je pense que la plupart des gens qui ne font pas les choses et qui ont peur et qui me donnent, qui évoquent leur peur, c'est parce qu'on leur donne pas cette confiance et cet amour. Et je pense que c'est hyper important de rappeler à tout le monde que tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. La seule limite, c'est toi, quoi. Donc si, il faut faire les choses. Et la peur n'est qu'une projection. Et la projection, c'est le futur. Et le futur n'existe pas. Et c'est vraiment tout le discours de mon spectacle, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai monté ce spectacle Free en même temps que la boîte. Parce que ça me paraissait hyper important de me marteler à moi-même cette idée-là. Qu'il faut vivre l'instant présent, et ni plus ni moins. C'est vraiment, tout se passe à l'instant, quoi. Ce qui se passe dans 2 secondes, on s'en fout. Ce n'est qu'une conséquence, finalement, de ce que tu auras fait là. Exactement. Donc du coup, autant aller au bout. Hein. C'est beau ce que tu dis, Shirley. Merci. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, ce spectacle qui s'appelle Free, t'as aussi décidé de faire ce que tu voulais. C'est-à-dire que c'est quand même pas, c'est rare de se dire d'avoir une humoriste qui décide d'avoir des gars à côté d'elle qui chantent, enfin qui font de la musique pour le coup, et puis que d'un coup d'un seul, en fait, tu décides de chanter parce que en fait, t'as envie de chanter. Ouais, j'ai envie. J'ai envie. Je me suis rendu compte que j'aimais ça, que ça complétait énormément l'humour chez moi. Que je te cache pas que c'était un rêve d'enfant, en fait. Ah ouais? C'était un rêve d'enfant de mélanger l'humour et la musique. Okay. Et un rêve tellement intime que je l'avais presque oublié, qu'il est revenu genre comme si c'était une nouvelle idée. Après, je me suis dit, mais en cherchant mes journaux intimes, je voulais être Michael Jackson de l'humour, moi, quand j'étais gamine. Je voulais faire vraiment ce truc entertainment où à la fois tu peux parler et à la fois bouger, vibrer. Et je trouve que ça se complète, en fait, que l'un ne va pas sans l'autre, finalement. Qui est l'humoriste ne rentre pas en musique sur scène. Il y en a beaucoup qui rentrent en musique sur scène. C'est très rare, effectivement. Tu vois, t'as toujours ce truc, cette musique. Même si le mec danse pas, il a une musique. Parce que, pourquoi on met une musique? On n'a pas besoin de musique, normalement. C'est vrai. Et ce truc-là, c'est qu'on a besoin d'une vibration, une énergie. Et je trouve qu'un CD, c'est un peu... Bon, là, si on peut avoir la vibration directe des gens, tu vois, des instruments, parce que c'est assez magique, quand même, d'avoir... du live, quoi, de la musique live et de pouvoir l'expérimenter. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir de live aussi, de concerts. Et je me suis dit, on va faire un package. Et effectivement, ça ressemble beaucoup à la maison que j'ai envie de monter aussi, que j'ai envie de m'acheter. Tu vois, cette maison où il y aura un grand jardin, il y aura une salle de musique et les potes, ils pourront venir passer la journée à faire de la musique, à discuter. Et c'est ce que je voulais représenter sur scène, quoi. Mon chez moi. Ce groupe s'appelle les Crooks. Ouais. Et en fait, t'as même décidé de produire leur futur album, en fait. Bah ouais. C'est trop classe. Ouais, c'est cool. Je produis leur EP, là, qui est le 5 titres, et puis l'album l'année prochaine. Parce qu'en fait, je me dis, mais attends, j'aime ça. J'aime leur musique, déjà. J'aime la soul, la funk, le jazz, et j'écoute beaucoup. Enfin, je n'écoute que ça, presque. Et entendre des nouvelles générations le faire, avec de la nouveauté aussi, puis... Et puis garder cet élan de travail, parce que c'est vraiment du travail, ils ne cherchent pas à être commerciaux, ils ne cherchent à rien, en fait. Et ça me plaît, en fait. Ça me plaît la liberté qu'ils ont dans cette musique. Et je me suis dit, ça n'a rien à voir avec l'humour, c'est
un marché qui est complètement mort, le CD, et l'instrumental encore plus, mais j'ai envie de le faire. C'est trop cool. Et du coup, je pense que quand on écoute vraiment ce qu'on est et ce qu'on veut, en fait, les tendances suivent, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que je pense que tous les grands influenceurs, tous les gens qui ont fait des choses dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont écouté qu'eux à un moment donné. Et c'est eux qui font la tendance et pas l'inverse. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui créent et qui produisent en fonction de la tendance. Ouais. Et du coup, on ne fait que... ça devient vraiment plat. Mais il y a des raisons aussi pour ça, des raisons tout à fait économiques et de merchandising qui sont terribles de faire en sorte que les gens achètent, quoi. Ouais. C'est ce bon Kian qui disait qu'il a réussi à réussir le jour où il avait décidé d'arrêter de vouloir réussir. C'est vrai qu'il a dit ça. Et c'est complètement vrai. C'est un peu ça. Moi, en étant productrice aujourd'hui, j'ai plus le temps de réfléchir à ma réussite, quoi. J'ai plus du tout le temps de me dire est-ce que peut-être... Parce que déjà en plus quand t'es que artiste, quand tu passes ton temps à écrire et à attendre aussi des choses, t'es un peu dans une branlette intellectuelle, quoi, à te dire mais attends, mais on m'appelle pas, mais pourquoi, je m'ennuie, oh non, faire une interview. Quand t'es blindé de taf, quand tu remplis ta vie à chaque instant, c'est le genre de considération qui n'arrive plus en fait. Tu vis les choses, tu les fais et fin de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. C'est quoi tes projets, Shirley ? Mes projets, mes projections. Donc mes projets, c'est que en tant que productrice, du coup. Ouais. Parce que l'artiste, elle est contente, elle suit le cours des choses, mais... tu tournes encore ton Oui, mais Free. Oui, là, c'est la productrice qui a parlé du studio Okay, Free, pardon. ok. L'artiste, elle est partie dormir. Mais, parce qu'il est que 15h. Vraiment schizophrène depuis que j'essaie de taf. Mais non, l'artiste, elle dort jusqu'à 18h, parce qu'elle joue ce soir. Mais en tout cas, la productrice a envie de répondre à la question des projets, parce qu'il y a à la fois effectivement les Crooks qui vont partir en tournée eux aussi avec leurs concerts et vendre leurs CD. Et puis il y a Free effectivement qui continue. Donc à la rentrée, là je me fais une petite fête pour mon anniversaire, c'est le 3 octobre, mais on va faire la fête le 9 octobre au Comedy Club. Donc on va faire une soirée à la fois sortie officielle de leur CD et puis juste avant le spectacle. Donc on fait le spectacle et puis après un clubbing toute la night avec les Crooks, plein de chanteurs, des potes, machin, etc. Okay. Au Comedy Club. Donc je vais inviter évidemment et toutes les mademoiselles aussi, de plus de 18 ans. Et pour des raisons qui me concernent. Mais... Creepy. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le 9 octobre, il y a la Cigale en décembre pour le DVD du spectacle, Free. On a une petite date Tu enregistres le DVD. Ouais, on fait le DVD en décembre. On fait entre-temps une petite date à Marseille, mais sinon, on fait un gros truc là, c'est qu'on fait une tournée participative là, en 2016, c'est-à-dire que Free, comme c'est libre et pas gratuit, hein, c'est bien de le répéter, Free, c'est vraiment les internautes et les fans qui choisissent la tournée. Donc en fait, Free, c'est toi qui choisis. Okay. C'est ça l'idée. J'ai commencé à faire un sondage sur Facebook, comme ça pour rigoler, en demandant aux gens quelle ville vous voulez que je vienne pour la tournée. Puis les gens commençaient à vraiment répondre en masse, en mode jeu, quoi. Et puis tu sens que les gens sont contents de mettre leur ville et de dire viens là. Et en fait, j'ai commencé à faire un sondage et je me suis dit mais en fait, il faut que je fasse ça. Il faut que les gens ils choisissent vraiment les villes, c'est-à-dire selon le sondage, je vais proposer une vingtaine de villes, tu vois. Puis on va faire un truc vraiment comme My Major Company, Ulule et tout ça, sauf que c'est pour une tournée et que c'est pour la mienne. Et en gros, tu auras une jauge avec le remplissage. Tu auras juste à prendre soit une place, soit un peu plus qu'une place. Et les gens, c'est vraiment free, les gens choisissent le prix de leur place à partir de 6 €. C'est eux qui déterminent le prix qu'ils comptent mettre. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas payer de place pour un spectacle, c'est vraiment chaud des fois. On ne se rend pas compte. Pour moi, 10 € c'est rien et pour des gens c'est énorme parce que si tu viens à 2, 3, ça devient vite 30 € et tu peux manger avec ça. Et donc je me suis dit autant faire des prix très très bas et ça sera aux gens de déterminer eux-mêmes avec honnêteté. Parce que les gens en fait quand tu leur fais confiance, en général, ça marche bien. Ouais. Et du coup, voilà, donc je propose plusieurs paliers comme ça pour une place à partir de 6 €, pour une place avec un t-shirt du spectacle 15 €. Tu vois, ça monte comme ça avec le CD. Après, je propose des backstage. Après, je propose plein d'autres trucs, une Golden Place aussi, parce qu'on aime bien faire ça. Ah. Tu vois, une place sur la scène. Et vu que moi j'ai un canapé sur scène, je me suis dit, autant inviter les gens sur scène à venir payer une place un peu plus chère sur scène, quoi. Voilà, donc on fait la tournée qui là le site va ouvrir en septembre, au 1er septembre, et ça va être assez rigolo. Mais merci. Mais quelle super idée. C'est une idée de pauvre. Tu dis comment faire pour pas trop dépenser en affichage. C'est le but, c'est que tout le monde puisse venir voir le spectacle, tout le monde puisse avoir accès au spectacle, parce que c'est vrai que ça, c'est des trucs que tu peux te rendre compte que quand t'es producteur, en fait.
Tu vois, quand tu fais les budgets toi-même. Parce que quand t'es artiste, on te dit, écoute, il faut absolument qu'on fasse ça, parce qu'après, on rentre pas dans notre truc. Après, tu fais les détails, en fait, on s'en met plein les fouilles. Et j'ai décidé de me mettre moins les fouilles, en fait, mais de pouvoir donner plus de possibilités aux gens de venir me voir, parce qu'en fait, mon métier, je peux très bien faire un gros coup et avoir beaucoup d'argent en mettant des places très chères, mais ça ne marchera qu'une fois, en fait. Et je préfère être sur la durée, je préfère être encore là quand j'aurai 80 ans et que les gens savent que je suis accessible. Il y a la Belgique, il y a Montpellier, il y a Toulon, il y a Lille. Là, c'est les premières villes qu'on me demande beaucoup, donc ça va arriver très vite. Waouh. Ouais, c'est cool. Bravo Shirley. Merci, au revoir. Non. Ouais, c'est cool, là, je suis contente. Non mais vraiment, c'est cool. Bah écoute, on relaiera avec grand plaisir toutes tes aventures. Ouais. T'as d'autres choses aussi dont tu voulais parler, d'autres projets, ou alors il y a des projets secrets dont tu veux pas parler? Il y a des projets secrets, là je suis en plein dans un budget pour un truc, je peux pas trop en parler. C'est vrai, en plus je préfère le garder pour le coup, parce que là c'était de la superstition à 2 balles. Ouais. Mais en tout cas, il y a une idée de faire une émission qui me ressemble. Ok. Yeah. C'était très bien Shirley. Merci, écoute, c'est gentil, j'ai combien? C'est pas comme un oral de bac, j'ai l'impression d'être... T'as 18. Ah, c'est bien. C'est exactement ce que j'ai pas eu au bac. 18 sur 20. Écoute, un grand merci d'être venu chez Matt, c'était vraiment très cool. Et puis, je te dis à très bientôt alors. Parce que bon, c'est pas comme si on n'allait pas se revoir. C'est ça. Je vais m'allonger en attendant. Oui. Il est vraiment confortable ce canapé. Oui, je sais. Vraiment, il est bien quoi. T'as vraiment envie d'avoir des meufs par contre à côté.